Bonjour, bienvenue à tous sur cette conférence débat qui sera consacrée à la promotion des gestes qui sauvent. Donc le contexte semble très favorable puisque en 2016 il y a eu la grande cause nationale qui était consacrée sur les comportements qui sauvent, qui est une campagne qui a été portée notamment par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la Protection civile et la Croix-Rouge. En un contexte très favorable, puisqu'en 2017, il y a eu également la grande cause nationale sur le sauvetage en mer. Et donc, on le voit, le secourisme a été mis à l'honneur sur ces 2 dernières années. Il y a également un facteur qui a participé indirectement à la promotion de ces comportements qui sauvent et à sensibiliser le public, c'est le contexte attentat. Et aujourd'hui, on le voit, toutes les personnes qui souhaitent se former ont à leur disposition une offre véritablement pléthorique. Pour ce débat, nous aurons avec nous des acteurs qui participent directement à la promotion des gestes et des comportements qui sauvent, avec Emmanuel Renard. Vous êtes directeur éducation formation à l'association Prévention routière. Christophe Talmé. Vous êtes délégué national à la formation de la Croix-Rouge française. Morgane Boudbien, vous êtes responsable communication à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Et Olivier Jaman, vous êtes président de l'association Biloul Cascou, qui vise donc à sensibiliser les enfants via un programme éducatif et des vidéos. Vous nous en parlerez plus longuement tout à l'heure. Pour ce débat, il faut bien comprendre que la notion de geste qui sauve doit être entendue comme un concept global et que finalement toutes les mesures qui sont prises pour sauver des vies rentrent dans le champ de cette conférence. Donc de fait, tous les comportements qui sauvent, gestes techniques, mais aussi les actions de prévention vont nous intéresser ici. Voilà, j'ai parlé de la grande cause nationale de 2016 sur donc, les comportements qui sauvent. Je voudrais qu'on tente dans un premier temps de dresser un bilan de cette grande cause. Quel impact elle a eu en termes de formation? Christophe Talmé, je vous pose la question. Est-ce qu'on a vu justement plus de personnes qui ont été formées au secourisme suite à cette grande campagne? Alors, oui, alors cette campagne, elle a eu d'abord l'objet d'être présente et de parler au public. Non pas que les gestes qui sauvent, ce n'est pas un sujet majeur dans toutes les associations qui sont représentées et celles qui sont d'ailleurs à l'extérieur, mais ça a eu l'avantage de communiquer sur le sujet. Donc ça avait cet intérêt. Et de parler au public, parce que le public est souvent intéressé ou concerné, mais remet souvent au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même. Et quand ils viennent nous voir, c'est souvent quand ils ont été confrontés à une réalité, en disant si j'avais su, j'aurais pu, donc ils viennent se former. Donc ça a eu au moins cet avantage. Après, ça a été aussi un partage entre toutes les associations agréées de sécurité civile ou autres qui se sont engagées sur le dispositif et qui ont permis à la population de se former sur des gestes simples, sur un volume horaire simple. Donc effectivement, on peut dire que ça a permis d'augmenter le nombre de la population formée aux gestes qui sauvent. Je vous pose la question également à vous, Morgane Boudbien. Est-ce que à la FF2S, est-ce que vous avez également profité de cette campagne nationale, je dirais par effet de ricochet? Oui, tout à fait. Je rejoins Christophe. L'ensemble des associations de sécurité civile ont été bénéficiaires de cette campagne nationale. Alors on a tous été contents et ça a pu mettre en valeur l'importance de la formation aux gestes qui sauvent, de resensibiliser le grand public et vraiment d'accentuer, d'aller un peu plus rapidement sur le déclenchement entre les gestes, l'initiation de la formation courte et aller vers de la formation un peu plus longue type PSR. Donc oui, on a eu des chiffres qui ont augmenté. On était en bilan, on a eu les bilans là, de fin d'année. Donc oui, c'est chiffré et on le sait. Est-ce que justement ces chiffres cette tendance s'est également prolongée dans la durée, c'est-à-dire au-delà de 2016? Est-ce que également en 2017, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais est-ce qu'effectivement c'est une tendance qui peut s'inscrire sur la durée?
Oui, je pense que c'est une tendance qui peut vraiment aller dans la durée. C'est aussi à nous, associations de sécurité civile, avec l'État, de continuer dans cette démarche de formation et en offrant également peut-être une nouvelle offre de formation ou une nouvelle façon de communiquer sur les gestes qui sauvent. Peut-être arrêter de toujours se refermer sur nous-mêmes en nous disant la formation au premier secours, c'est un cadre, c'est légal, c'est grand. On doit peut-être ouvrir un petit peu notre façon de faire. Et je pense qu'on a tous, toute association confondue, des dispositifs de prévention et de communication qui peuvent aller sur la sensibilisation et la transformation derrière sur la formation premier secours. Ouais, justement, je vais rebondir sur l'aspect prévention, parce qu'effectivement, on a parlé de formation, mais il y a également donc, cet aspect prévention et sensibilisation. Du coup, effectivement, quels sont les leviers dont disposent les associations qui se sont positionnées sur le créneau de la prévention? Emmanuel Renard, je vous pose la question. Quels sont les moyens de prévention dont dispose votre association Prévention Routière? Donc nous, effectivement, on est donc l'association Prévention Routière. L'action la plus connue, nous, on travaille un petit peu moins en prévention tertiaire, hein, sur les secours, parce que il y a des acteurs qui sont bien plus spécialisés que nous. Donc nous, on est vraiment sur la prévention en amont. On a des aides de l'État pour faire ces actions, des aides des collectivités locales. On a des adhérents, on a quand même 100 000 adhérents, personnes physiques, qui nous aident à mener ces actions de prévention au jour le jour. Alors je dirais qu'il y a deux leviers en termes de prévention routière, deux leviers qui sont importants. Il y a le levier de la pédagogie, de l'explication. Vous parliez des gestes qui sauvent de manière générale, hein, donc c'est tous des comportements de sensibilisation qu'il faut faire passer auprès du public de manière générale, auprès des jeunes en particulier, puisque vous savez que dans le cadre des accidents de la route, c'est malheureusement surtout les jeunes qui sont touchés, mais tous les publics le sont quand même malgré tout. Deux leviers, le levier de la pédagogie et de la sensibilisation. Et puis à côté de ça, le levier des contrôles, c'est moins nous, hein, naturellement, c'est pas notre association qui faisons les contrôles, mais on sait qu'en termes de prévention, ce qui fonctionne, c'est quand même ces deux leviers, ce levier d'explication, de pédagogie, et puis à côté, le contrôle, le fait qu'il y ait des contrôles sur la route, c'est pas quelque chose qui est très populaire. On voit encore les dernières mesures qui ont été annoncées par le comité interministériel de sécurité routière. Il y en a eu beaucoup. Il n'y en a qu'une dont on a beaucoup entendu parler, c'est l'abaissement des vitesses sur les routes de 90 à 80. Mais n'empêche que toutes ces mesures combinées font qu'aujourd'hui, on a quand même réduit par rapport à 72. Je rappelle qu'en 72, on avait près de 17 000 morts sur les routes. Qu'aujourd'hui, on est à 3 500 tués. C'est encore trop, avec depuis 3-4 ans une stagnation. Oui, on y reviendra. Voilà. Mais voilà, donc c'est ces deux leviers qu'il faut continuer, sur lesquels il faut continuer de travailler. Olivier Jaman, je me tourne vers vous. Donc vous avez créé Bilou le casse-cou à destination d'un jeune public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objectif de votre démarche? Oui, tout simplement, en intervenant dans les écoles, on s'est rendu compte que, après avoir fait un audit auprès de nombreuses écoles de mon département, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement d'outils accessibles à tous les animateurs, à tous les éducateurs, pour déjà faire une première sensibilisation de ces enfants aux gestes qui sauvent et à la prévention des risques dans sa globalité. Donc du coup, j'ai créé un projet qui est totalement accessible, qui va permettre aux enfants d'être initiés directement par les enseignants, par des animateurs durant du temps périscolaire, et d'intégrer également l'enfant comme acteur pédagogique au sein de son foyer, c'est-à-dire qu'il va rentrer avec des outils qu'il va mettre à disposition des parents, et il y a ce jeu d'échange qui va se faire parent-enfant, qui va commencer à le sensibiliser, à le rendre acteur de sa propre prévention, pour que derrière il puisse se diriger vers les formations plus communes, que ce soit lui ou ses parents, vers les PSC1 et les gestes qui sauvent. Vous évoquez des outils, justement. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition justement pour que ces enfants finalement deviennent aussi des agents de la prévention vis-à-vis de leurs parents? Oui, alors je tiens aussi à préciser que l'ensemble des outils, nous on ne bénéficie d'aucune aide, hein, on est en totale autonomie. L'ensemble des outils sont accessibles. Alors on retrouve des vidéos, là il y a des bandes dessinées qui vont arriver bientôt. On a tout un projet éducatif avec un déroulé, voilà, pour comment est-ce que l'enseignant va pouvoir amener ces gestes qui sauvent. On a également un petit livret que l'enfant va pouvoir garder
avec en haut sa petite partie pour lui et en bas la partie pour les parents. On va avoir un message un peu plus général sur la prévention. Et également un autre livret qu'on va utiliser au milieu d'apprentissage où l'enfant va rentrer et avec l'aide des parents vont faire une petite chasse au risque sur l'ensemble des trajets qui vont à l'école, à la maison, voilà, sur son quotidien. Et du coup, ça va permettre aux parents également de se rendre compte des dangers et d'instaurer une démarche prévention au sein du foyer. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement combien de personnes ont été touchées justement aujourd'hui, de personnes sensibilisées justement via votre projet? Oui, alors là, on est à un peu plus de 10 000 écoles qui utilisent aujourd'hui le projet, écoles et centres de loisirs. On est à 14 000 téléchargements de la mallette pédagogique sur Internet, voilà, c'est les derniers chiffres. D'après une estimation, parce qu'on n'a pas de chiffres exacts, mais on est au-dessus, mais bon, on va prendre le seuil minimum des 100 000 enfants qui ont été initiés durant l'année dernière, parce que c'est un projet qui a 2 ans. Et on a commencé une labellisation d'associations un petit peu partout en France qui sont porteurs du message. Et là, on est à 15 associations labellisées partout en France. D'accord, donc je crois, c'est ça, 100 000 enfants qui ont été initiés dans les écoles. Justement, je rebondis sur l'école. Il était question notamment que tous les élèves à la sortie de la troisième aient reçu une sensibilisation au secourisme. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que cet objectif il n'est pas rempli puisqu'on estime que 30% des élèves seulement ont été formés. Voilà, comment faire pour finalement améliorer ces chiffres et comment finalement les associations agissent-elles en la matière pour inciter les jeunes à venir se former? Christophe Talmé, je vous pose la question. Effectivement, c'était un enjeu de la loi de sécurité civile de former les enfants à l'école, à l'instar de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Donc une partie en primaire qui s'appelait Apprendre à porter secours, qui a un développement linéaire mais qui se poursuit. Et puis la formation des gestes qui sauvent, qu'on appelle le PSC1 en troisième. Force de constater, comme vous le dites, que la mise en place est complexe, demande du temps, des préparations, mais en tout cas, il y a une augmentation d'année en année. L'éducation nationale s'investit avec les associations de sécurité civile, puisque nous participons en tant qu'acteurs formation. Donc on peut constater, vous entendez ici, une pépinière d'idées et de projets pédagogiques à destination des enfants qui sont intéressantes et qui peuvent servir l'ensemble du monde éducatif. Les associations, oui, elles s'investissent tout à fait dans la formation des scolaires de différentes manières, soit par leur module propre. Je sais qu'à la Croix-Rouge française, on a des modules qui s'appellent Initiation Premier Secours, qui existent depuis une trentaine d'années, ou des modules adaptés au public enfant à partir de 3 ans. Et on est à la fois sur la prévention et la gestuelle. On partage avec les différents organismes ici présents. Du coup, petit à petit, ce volume d'enfants est formé. Mais quand vous parlez de vos chiffres, vous parlez du PSC1, c'est-à-dire ce qui est obligatoire dans la loi. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui se font. Il y a des partages, le monde associatif est représenté un peu partout. La Croix-Rouge, on a une diffusion un peu sur toute la métropole, dans laquelle il y a des actions. Donc les enfants sont les adultes de demain, donc on va augmenter ces chiffres-là. Mais il y a effectivement un enjeu. L'État s'est en emparé puisque le président de la République a décidé qu'il y ait 80% de la population française qui soit formée. C'est aussi à travers l'école. Donc il y a une adaptation des gestes qui sauvent qui va à la fois s'adapter aux enfants et à leur âge. On va commencer plus tôt plutôt que la troisième. Nous avons proposé nous-mêmes de faire des modules de la 6e à la 3e par tranche de 2 heures, c'est-à-dire 2 heures en 6e, 2 heures en 5e, etc. De façon à ce que quand ils arrivent en seconde, ils aient le fameux PSC1, le fameux Sésame. Donc voilà, des projets qui sont en cours, pour lesquels je me permets de dire, peut-être avec arrogance, que le monde associatif et associé est capable de mettre en place. C'est une coordination qui se fait. En tout cas, il y a une vraie volonté. Morgane Boudbien, je voulais également vous poser la question, est-ce qu'à la FF2S, il y a justement des programmes qui sont mis en place pour former justement et sensibiliser ce jeune public plus spécifiquement? Oui, plus spécifiquement. On le fait de manière régulière pour des écoles et pour des collectivités locales et également durant des moments de vacances. On a plusieurs programmes qui sont réalisés en partant toujours d'une idée où on fait de la prévention et ensuite aller sur la formation de premier secours. On a beaucoup de programmes qui sont mis en place.
Et on est également support de l'éducation nationale, également par le biais de formation. On les aide également à mettre en place ce genre de formation. Donc vraiment, le monde associatif se met en place et aide l'éducation nationale et l'État pour le faire. Après, sur l'initiation aux gestes de premier secours, on a plusieurs façons de le mettre en place. On a de la formation courte qui est faite à l'école, qui est faite sur des moments bien définis. Et on participe également à des moments un peu plus festifs, comme des tournées des plages ou des caravanes, où on va aussi à la rencontre des participants avec des jeunes publics, où là on initie, mais de manière un peu différente. On n'est plus autour des mannequins forcément comme on a pu le faire. On peut faire des jeux, on peut faire des escape games, on peut faire de la réalité virtuelle. Il y a plein de choses qui sont mis en place en ce moment sur l'initiation et la prévention. On y reviendra notamment sur ces moyens innovants. Je me tourne vers vous, Emmanuel Renard, notamment il était question d'une formation au permis de conduire. On en discutait justement. Il me semble que donc la loi prévoyait une formation au permis de conduire. C'était en 2003. En 2007, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous en sommes ? Ça avance très très lentement en fait sur le permis de conduire. C'est vrai que c'est un moment privilégié effectivement pour toucher les jeunes, puisqu'on a quand même des 600 à 700 000 personnes jeunes qui passent leur permis tous les ans. Donc c'est un moyen de les capter, de les sensibiliser à ces gestes. En fait, je pense qu'on se heurte, alors sans vouloir parler à la place des pouvoirs publics, parce que on n'est qu'une association, mais je pense qu'on se heurte à un problème de coût. Le permis de conduire est souvent assez critiqué sur le fait qu'il est cher pour les jeunes. Vous savez que le permis de conduire coûte, alors ça dépend un petit peu des endroits, ça coûte plus cher en milieu urbain, en région parisienne, c'est là qu'on trouve les permis les plus chers, mais enfin ça tourne quand même autour de 1300, 1400 euros. Voilà, et ça peut monter assez haut. On a des jeunes qui ont des difficultés aussi pour avoir ce permis, et on sait bien sûr que l'accès au permis de conduire, c'est fondamental pour l'autonomie et puis aussi pour l'accès tout simplement à l'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent aux jeunes d'avoir le permis, même si le permis n'est pas utile pour l'emploi pour lequel ils postulent. Donc c'est très, 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 très important. Or, c'est déjà cher. Et tout ce qui peut être ajouté dans le cadre de ce permis, parce que nous, on a des demandes aussi en termes de prévention, d'ajouter des modules de prévention, tout ça est freiné parce que les pouvoirs publics, je pense, ont peur que ça fasse augmenter encore le prix du permis et donc diminuer l'accès au permis. Et donc tout ça est très lent. Alors quand même, à partir du 1er janvier, là, depuis le 1er janvier, est ajouté des contenus sur les gestes qui sauvent, mais enfin c'est quand même que théorique. Et en gros, c'est un certain nombre de contenus avec une question qui sera posée au moment de l'épreuve pratique, qui va tourner autour de l'appel au secours, les bons gestes de protection à faire. Mais voilà, ça va pas. C'est loin de tout ce qu'on pourrait faire dans le cadre de cette formation. Ça restera théorique, il n'y aura pas vraiment d'aspects pratiques qui seront abordés. Christophe Talmet, je crois que vous voulez réagir. Je vais permettre de compléter, puisque encore une fois, les associations s'est engagées, en tout cas nous et d'autres associations, auprès des syndicats d'auto-école qu'on nous a rencontrés, dans lequel on propose ce qu'on appelle l'initiation premier secours sécurité routière. C'est très simple, ça dure à peine 2 heures, dans lequel on est axé sur cet enjeu, comme vous le dites, monsieur, et on est allé donc à cette rencontre des syndicats, donc être fort de proposition, ne pas attendre, et on a proposé donc au sein des auto-écoles à un prix modique, parce que 10 euros, c'est pas non plus extraordinaire, en tout cas pour la Croix-Rouge. Dans les conduites accompagnées, pour les 15-16 ans, il y a des samedis matins des cours organisés sur le véhicule, sur l'entretien, etc., dans lesquels on a placé ces fameuses 2 heures, parce que c'est 2 heures. Pour la part, on a estimé que c'est comment j'aborde un accident de la route, comment je balise, comment j'alerte les secours et je passe les bons éléments pour que les secours soient déployés conformément à ce qu'on attend, et les premiers gestes, c'est-à-dire l'hémorragie, les brûlures, des choses de simples, donc qui est en cours de développement, qui est donc une
une initiative des associations de sécurité civile, en tout cas la nôtre, dans laquelle on est en train de développer autour des auto-écoles et aidé par des grands partenaires automobiles aussi, qui s'inscrivent dans la démarche. Donc on est en train de prendre la marge. Je ne doute pas que l'État va s'inscrire dans la démarche très rapidement, parce que c'est souvent le cas, et tant mieux. C'est que nous sommes la proposition, on lance, on prouve que ça marche et on est souvent suivi. Donc il y a une initiative en tout cas. Alors, on se rend compte qu'on est effectivement dans un contexte qui est quand même très particulier. Donc, on a eu la grande cause nationale 2016, la grande cause sur le sauvetage en mer en 2017. On a des annonces qui ont été faites par le gouvernement et notamment le président de la République qui a fixé comme objectif de former 80% de la population au secourisme. Olivier Jaman, peut-être vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce et selon vous, quelles seraient les solutions pour parvenir à cet objectif? Moi, je reste persuadé que les enfants, plus tôt on arrive à les captiver et plus tôt on arrive à les sensibiliser à devenir des vrais acteurs citoyens, plus ce sera facile. C'est-à-dire que l'enfant, souvent, un enfant, quand il rentre à la maison, il est, il donne des informations aux parents, c'est lui qui va les initier. Et le parent sera peut-être beaucoup plus sujet à recevoir cette information s'il vient de l'enfant et non pas d'une autorité qui rajoute encore des obligations et des demandes. Pourquoi pas également, et nous c'est ce sur quoi on a commencé également à travailler, c'est derrière de faire découler des formations parents-enfants, où il y a vraiment ce moment d'échange où des parents qui travaillent peut-être de plus en plus vont pouvoir, avec leurs enfants, partager un moment et en même temps s'inscrire dans une vraie démarche de prévention. Donc pour moi, l'objectif va pouvoir être atteint, à savoir qu'on a un petit peu de retard sur les pays nordiques, mais si on arrive vraiment à capter ces enfants dès le plus jeune âge qui, eux, seront le vecteur d'information. D'accord. Au niveau, effectivement, vous évoquez les pays nordiques et notamment, je crois, en Norvège où il y a 80% de la population qui est formée au secourisme. Justement, je vous pose la question, Christophe Talmé et Morgane Boudbien. Selon vous, est-ce que ces pays-là, ils peuvent nous servir de source d'inspiration ? Est-ce qu'on peut s'en inspirer en France pour justement arriver à ces 80%? Alors on va déjà mettre quelque chose, préciser quelque chose, c'est que dans les pays nordiques, ça fait des années et des années, des dizaines d'années que la formation premier secours est institutionnalisée dans les écoles. Forcément, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils ont ce taux de pourcentage. Pour autant, est-ce qu'ils passent à l'acte? Le problème de former, c'est bien, mais faut-il encore passer à l'acte? En France, c'est un geste citoyen jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle du citoyen français d'aller se former au premier secours, sauf à l'école, puisque maintenant c'est mis en place depuis la loi de sécurité civile de 2004, avec application en 2006, donc vous voyez que ça prend du temps, et puis dans certaines entreprises ou milieux professionnels. Mais jusqu'à présent, c'était un engagement citoyen, c'est-à-dire que c'est un geste naturel de la vie quotidienne, qui est pris plus ou moins en compte, effectivement. Donc la comparaison de dire on est en retard, on n'est pas en retard, on est sur une démarche différente. Par contre, on s'inscrit sur l'exemple qui a été proposé par les pays nordiques, effectivement, l'obligation inscrite dans le programme éducatif de l'éducation nationale, le permis de conduire dans les entreprises, toutes les opérations qui sont menées par les différentes associations, l'été en particulier, les projets qui sont communs, comme les grandes manifestations, capitale de secourisme, capitale de la prévention, auxquelles on touche un public important, participent à ça. Mais on ne peut pas comparer des choses qui sont institutionnalisées depuis des trentaines, 40 ans dans les pays du Nord, et forcément le taux est important. Est-ce qu'il passe à l'acte? Je repose la question. Et en France, où jusqu'à présent, c'était un geste citoyen. Alors effectivement, on voit... Oui. Juste, je pense que c'est toujours un peu dommage de toujours dire que les Français sont en retard, qu'on est à 80%, qu'on doit... On a quand même un changement de mentalité. Il y a de plus en plus de Français qui viennent se former au premier secours. On a une façon de former le grand public qui est également différente que dans les pays nordiques. Alors, oui, on peut toujours mieux faire. Oui, on peut toujours former plus de personnes au geste de premier secours. Mais aussi, on a aussi cette chance aussi de pouvoir proposer des nouvelles formations un peu plus adaptées, par exemple, au mouvement sportif, puisqu'aujourd'hui, on va faire une formation PSC1 à un éducateur sportif et on va lui dire à ce jeune, si quelqu'un se fait mal au bras ou à la tête, ne bouge pas. Mais par contre, dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas ce qu'il va faire. Le match de foot, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Donc on ne propose pas non plus aujourd'hui
on a la chance en France de pouvoir proposer chaque association des formations avec des compléments. Donc on peut aussi changer notre méthode de formation et adapter aussi notre contenu à un public, à une volonté de former. Donc on a aussi cette chance, et je pense qu'en France, oui, on a un retard, parce qu'on parle toujours des grands pays anglo-saxons ou nordiques, où il y a un taux de formation qui est important. Avant, on parlait de Seattle avec les défibrillateurs et tout ça. Mais on n'est pas si en retard que ça. On a une façon de faire qui est un tout petit peu différente, mais les associations s'impliquent dans cette formation. Et il faut aussi dire que les Français viennent se former quand même au premier secours. On n'a quand même pas des chiffres qui sont totalement ridicules. D'accord, bah écoute, effectivement, on a parlé des jeunes générations, notamment. Quels moyens technologiques peuvent contribuer à sensibiliser et à encourager les jeunes populations à venir se former au secourisme? On a parlé effectivement de casques de réalité virtuelle, de escape game. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les moyens dont les associations ont recours? En fait, l'évolution pédagogique et l'animation, c'est qu'on s'est adapté à notre public, tout simplement, et aux évolutions numériques, technologiques et scientifiques qui sont un de nos soucis permanents, puisque toutes associations confondues, on partage. On ne sommes pas des concurrents, mais complémentaires. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée ou technologie est découverte, je prends l'exemple l'année dernière de l'Espace Game fait par mon camarade, nous l'avons repris sur un autre domaine. Donc voilà, donc on essaie de s'adapter à un public toujours en évolution et toujours à l'affût de nouvelles technologies. Donc on a adapté effectivement nos pédagogies en fonction des tranches d'âge, des plus jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, des seniors, du monde handicapé, dans lequel on va essayer maintenant de leur dire de formaliser, être descendant et transmettre un savoir, de concrétiser des connaissances qu'ils ont apprises, c'est-à-dire de les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont réaliser des choses et constater qu'il y a une difficulté ou un manque dans lequel le formateur ou l'animateur va lui apporter le complément. Et petit à petit, ces module par module, on arrive à construire une connaissance à partir de la sienne. Donc voilà, c'est une adaptation pédagogique. On s'appuie effectivement sur des réalités virtuelles qui sont la mode du moment, des espèces games et autres, des simulations, des mises en situation dans lesquelles les gens jouent. À travers le jeu, il y a toujours quelque chose de concret, puisque je constate que je suis dans une difficulté et j'identifie la cause de ma difficulté et on partage la solution. On est vers cette évolution qu'on partage toute l'association confondue. Et pour ajouter quelque chose, je pense que le public aussi n'a peut-être pas forcément envie d'avoir la formation premier secours comme je me retrouve au travail et je suis formé par mon manager. Et je suis assis autour d'une chaise et je viens écouter la grande parole du grand formateur qui a les grandes idées. Donc peut-être que tourner un peu l'information en jouant, en venant trouver l'information, comme disait Christophe, sur je comprends maintenant que je ne sais pas faire et passer mon cap de la formation et là j'aurai une transformation. Si j'arrive et je viens vous initier avec une geste de premier secours où je vais vous apprendre à masser, allez, t'appuies sur le ventre et t'appelleras les secours quand ça ira mieux. Bon, oui, peut-être qu'il va le falloir à un moment, mais c'est peut-être pas, in fine, la bonne solution sur l'initiation au geste de premier secours. Peut-être trouver et manquer et leur démontrer qu'il y a un manque. Dire que la formation premier secours, c'est pas forcément qu'un cadre militaire et je vais être assis autour d'une chaise et je vais m'embêter pendant toute une demi-journée ou une journée. Et au contraire, montrer que c'est sympa et montrer l'intérêt de la formation au premier secours dans la vie de tous les jours. Et on le retrouve ça sur la formation professionnelle. On fait du SST. Quand on fait un tour de table, un tour de salle, on leur demande pourquoi vous venez. Alors certains c'est oui, ça m'intéresse. D'autres c'est mon manager qui m'a incité et qui m'a obligé de venir. Et quand on va retrouver derrière en leur disant t'inquiète pas, on va aussi faire de la formation sur le petit nourrisson. Alors peut-être que dans ton entreprise, tu n'en as pas besoin, mais peut-être que tu en as un à la maison. Donc trouver l'intérêt de la formation au premier secours et aller pointer encore cet intérêt. Donc changer un peu notre façon de communiquer et aller sur la sensibilisation de la personne. Qu'est-ce qu'elle vient rechercher ? Effectivement, on est peut-être, vous disiez tout à l'heure, entre guillemets, dans un complexe d'infériorité en France, ou en tout cas de revoir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Je vais être volontiers provocateur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on n'est pas face à un constat d'échec ? On a toujours 20 000 morts par an qui sont provoqués par les accidents de la vie courante. On a 5 à 9% de survie suite à
à des accidents cardiaques. On a 4000 morts sur les routes, avec, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Renard, des chiffres qui, ces 3 dernières années, ont connu une légère hausse après des années de baisse en continu. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce qu'on ne peut pas dire que la promotion des gestes et des comportements qui sauvent n'a pas produit les effets escomptés? Ou du moins, est-ce qu'on n'est pas face à des résultats qui sont décevants aujourd'hui? Moi, je ne peux répondre que sur la partie accident de la circulation. Non, je ne pense pas qu'on puisse être négatif. Naturellement, 3500 morts sur les routes en 2017, c'est encore beaucoup trop. Ça, c'est clair. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on voit à quel niveau on était arrivé en 72, avec 17 000 tués sur les routes, avec un parc de voitures qui a augmenté depuis cette date, on voit bien qu'il y a eu un travail énorme. Alors un travail sur la prise en charge des secours et puis naturellement sur tout ce qui a été prévention. Les véhicules se sont améliorés, les comportements se sont améliorés, les règles se sont améliorées. Il y a eu en 72, il y avait les premiers contrôles alcool, c'est 69 ou 70. Donc vous voyez que je rappelle aussi que, par exemple, que dans les années 50, l'alcool c'était une circonstance atténuante quand vous aviez un accident de la circulation. On vous disait ah bah oui, vous avez tué quelqu'un, mais vu que vous étiez alcoolisé, c'est pas de votre faute. Bon, vous voyez bien que les mentalités ont quand même beaucoup évolué. Donc non, je pense pas qu'on soit sur un constat d'échec en ce qui concerne les accidents de la circulation. C'est vrai que, par contre, effectivement, depuis 3 ans, on est en légère augmentation. Comment vous analysez justement? Est-ce qu'il y a une analyse qui peut être faite aujourd'hui sur ces 3 dernières années, effectivement, où on se rend compte que ça est... En fait, il y a toujours ce problème de l'alcool sur la route qui reste présent, même si les consommations ont diminué, même s'il y a une compréhension que l'alcool et la conduite n'étaient pas compatibles, reste quand même chez un certain nombre de conducteurs ce problème-là. Reste le problème de la vitesse. Et puis, on a des risques qui apparaissent. Et le risque qui apparaît aujourd'hui, c'est l'usage du téléphone, qui est un véritable problème, qui n'est pas encore très, très bien évalué en termes d'impact. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'usage du téléphone, autre que le fait de parler, l'envoi de SMS, la consultation éventuellement d'Internet en conduisant, qui fait qu'on a ces risques qui sont difficilement maîtrisables et qui fait que le nombre d'accidents a sans doute du mal à baisser. Moi, je pense que vous posez pas vous posez pas la question dans le bon sens. Je pense pas qu'on est en situation d'échec. Vous parlez les accidents de la vie courante, c'est des histoires de comportement. C'est-à-dire que la problématique des gestes qui sauvent, c'est la réponse. Donc la réponse, elle augmente, puisque je reprends les termes tout à l'heure, on est à peu près à pas loin de 50% de la population française qui a été initiée une fois dans sa vie au premier secours, c'est pas rien, donc ça c'est une réponse. Par contre, l'accidentologie, c'est le comportement des gens, donc c'est une éducation, ça fait partie de l'éducation. Donc la population augmente aussi. Les phénomènes sociétaux font qu'on est de plus en plus dans des villes avec des conditions à risque. Donc on est plus sur des comportements de la vie quotidienne. Comment je vais faire pour, dans mon appartement, comme d'habitude, et je reprends l'exemple, je suis en train de faire cuire sur quelque chose sur le gaz, le téléphone sonne, je donne la priorité au téléphone plutôt que d'arrêter le gaz, donc ça tourne. Donc là, c'est une histoire de comportement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et éduquer la population, ça commence à l'école, effectivement, dans ce genre de choses. Mais on ne peut pas mélanger une réponse gestuelle où, même si le geste de premier secours, c'est à la fois des préventions, et des comportements de gens qui n'ont pas conscience du risque engagé. Ça arrive toujours qu'à l'autre, en fait. Ça ne peut pas m'arriver à moi, je sais faire, etc., etc. On en a toujours, on pourra en faire des exemples, on en a tout le temps comme ça. Donc on n'est pas en situation d'échec. On est plutôt en situation d'informer de plus en plus la population de ses comportements. C'est une démarche qui est effectivement très récente, mais faut pas, on n'est pas dans le même domaine, en fait. C'est une question. Et en tout cas, par rapport à l'arrêt cardiaque, vos chiffres qu'on avait discuté, on est passé de 4% en préhospitalier de chances de survie à l'arrêt cardiaque à 9%. C'est pas rien. Ça veut dire qu'à un moment donné,
de 4 à 9%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dans la rue, parce que la meilleure chance de survie d'une victime, c'est le premier témoin. Hein. C'est pas forcément les secours, ils arrivent avec un temps, avec un délai. Donc il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui s'est mis à genoux, qui a massé, qui a défibrillé peut-être, qui a fait du bouche à bouche et qui a appelé. Ça veut dire qu'il y a un engagement. Là, on était sur tout à l'heure le passage à l'acte, ça veut dire qu'on a quelque chose qui se passe. 4% à 9% de chance de survie à l'arrêt cardiaque, c'est pas rien. En préhospitalier, hein. Après, ce qui se passe à l'hôpital et la suite, je ne peux pas discuter puisqu'on n'a pas le suivi. En tout cas, il y a une action et en comportement général de la population sur ça va vite, je suis pressé, le téléphone, on en a parlé, plein d'autres activités, et la réponse, c'est pas tout à fait la même chose. Si je peux rajouter notamment sur les comportements et l'accidentologie liée à la prévention des risques, on est quand même sur un recul de plus de 5 points sur la tranche d'âge 0-14 ans entre la dernière étude et entre celle de 2000 et celle de 2012. Donc on commence à se sensibiliser vraiment à ces gestes qui sauvent. C'est quoi ? C'est tout simplement les enfants qui sont initiés, les jeunes parents qui ont été initiés ou qui le sont, voilà, c'est le fruit de nombreuses années d'informations et de formations qui ont été faites. Également, les risques domestiques sont la 9e crainte des Français. Voilà, loin derrière tout ce qu'on peut retrouver, la maladie. Mais par contre, c'est la 3e cause de décès en France. Donc là aussi, il y a les mentalités à vraiment faire évoluer en sensibilisant vraiment tout ce public. Juste pour reprendre, dans les formations qu'on fait avec les enfants, on partage aussi avec les parents et on demande souvent aux enfants de proposer leurs solutions. C'est-à-dire que c'est eux qui proposent les solutions par rapport à ça. Donc tout doucement, on construit leur savoir. Et parfois, ils mettent alors c'est dommage, ou pas dommage, ils mettent en relation le quotidien de leurs parents. Donc des fois, il y a des échanges intéressants, puisque effectivement, les parents sont aussi éducateurs, mais font pas toujours ce qu'ils devraient être. Donc quand il y a la discussion avec les enfants et les parents, on a souvent des sources assez hilarantes de situations dans lesquelles les parents sont obligés de convenir que c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire. Donc tout doucement, à travers aussi des petits livres, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi de construire ce savoir, et c'est demain les enfants formés d'aujourd'hui qui vont dans cette action. Morgane Boublien, vous souhaitez peut-être réagir justement sur cette question et notamment sur le fait que ce n'est pas finalement aujourd'hui un constat d'échec. Voilà, c'est plus le comportement on ne peut pas dire que les gestes de premier secours ne fonctionnent pas, sinon c'est un peu ça en résumant que les gestes de premier secours ne fonctionnent pas, ça ne marche pas, ça sert à rien de masser. Je pense que l'action, le grand public, il va de plus en plus. Si on est passé à 9%, c'est pas pour rien. Et même s'ils ne sont pas formés au premier secours, ils ont au moins été sensibilisés. Ils ont peut-être moins peur de prendre un défibrillateur, ils ont peut-être moins peur de masser sur le ventre. Et il y a peut-être aussi toute cette crainte que le grand public pouvait avoir à des moments où si je fais pas ou si je fais mal, je vais me retrouver avec plein de problèmes. On a peut-être aussi dédramatisé un petit peu les choses en disant si tu ne fais rien, est-ce que ça va être pire ? Donc on a aussi peut-être changé un peu la mentalité du public sur la formation au premier secours, et ça c'est peut-être quelque chose qui est positif. Alors justement, je voulais venir, on a parlé de sensibilisation. Comment on fait pour s'assurer effectivement qu'une fois que les personnes ont été sensibilisées, voire formées, elles ont été sensibilisées, formées, comment on s'assure que demain elles pourront passer à l'acte ? Je sais, Christophe Talmé, que c'est une question qui se pose notamment actuellement à la Croix-Rouge française. La question du passage à l'acte, comment on fait pour qu'une personne qui a été formée passe à l'acte ? Alors comment on fait ? J'ai pas la réponse miracle. Nous, on a fait une petite enquête en disant les gens formés, est-ce que vous passeriez ou pas à l'acte ? Donc on a aussi des réticences du style que vient de dire Morgane en disant est-ce que juridiquement je suis protégé ou pas ? Je rappelle que tout sauveteur, secouriste, à partir du moment où il fait un geste, il est dans le cadre de la loi, même on ne va pas parler de loi, il est dans le cadre du geste citoyen. Donc il y a cette réticence-là. Et ensuite, il y a toujours la peur de mal faire. Donc c'est la démocratisation de la pédagogie, l'approche partagée, le fait de dire faites des gestes, même s'il n'est pas fait précisément au bon endroit, si la position sur le côté, vous n'avez pas mis la main sur l'épaule, c'est pas grave. Le principal, c'est l'action qui doit être faite parce qu'elle sauve quelqu'un. Donc ce partage des choses et de démystifier un certain nombre d'expertises, c'est plus l'affaire d'experts, les gestes qui sauvent. C'est l'affaire de tout citoyen. C'est-à-dire qu'on sauve quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille ou de son entourage. Et faire le geste technique, j'allais dire dans l'esprit,
c'est plus important que le faire dans la lettre. Donc on essaye de démocratiser ça et on participe tous à cet acte. Après, le mesurer, je ne sais pas. On s'aperçoit en tout cas sur l'arrêt cardiaque qu'il y a des gens qui font des choses. Et on entend souvent dire, si on était deux, si on se reconnaissait, je serais plus encouragé à le faire. Donc on encourage aussi à travers la formation, on dit dites-le. C'est pas un engagement juridique, c'est un engagement pour sauver quelqu'un. Donc dites, je sais faire des gestes, il y a quelqu'un dans la foule, aidez-moi. Donc ça se fasse de plus en plus. Donc voilà, on était même, nous, à l'idée, à un moment donné, d'avoir fait des petits pins, parce que c'était à la mode, de dire je suis sauveteur, j'ai été formé dans telle association, de façon à se reconnaître. On s'aperçoit en tout cas que les gens passent à l'acte quand ils sont plusieurs. En tout cas, ils s'entraident. Mais même tout seul, je veux dire, à un moment donné, cet aspect expertise du geste qui sauve fait par des grands scientifiques qui n'en étaient pas. Enfin, en tout cas, les médecins apportent des éléments. Hein, quand je dis scientifique, attention à ce que je dis. Hein. Mais fait que tout doucement, les gens s'entraident et disent je vais le faire parce que ça va sauver quelqu'un. Donc on est dans cet état d'esprit. Olivier Jaman, je vous pose la question sur la question du passage à l'acte. Je crois que vous disiez notamment que les formations, il serait intéressant peut-être de faire plus de formations gratuites. Est-ce que ça passe par ce biais-là selon vous ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Malheureusement, oui, il y a l'aspect financier reste un frein pour grand nombre de personnes. Il y en a, voilà, même s'il y a une homogénéisation au niveau des tarifs de PSC1, il y a certaines personnes qui se disent bon ben payer pour aller porter secours, non, enfin pour apprendre à porter secours, c'est compliqué. Je pense que comme tout le monde, comme chaque association et chaque fédération le fait avec des partenariats. Moi, avec mon association, parce qu'on parle de ce qu'on connaît, on a un partenariat avec une société et toutes ces formations sont remplies. Vous proposez un PSC1 au grand public, ça va être compliqué pour le remplir, va falloir constamment aller rechercher les gens. Là, c'est une formation gratuite, ça se bouscule au portillon et on est obligé de faire des listes d'attente et de les inscrire sur les sessions d'après. Donc je pense que le tarif, il reste un vecteur quand même. Je vais moi mettre un tout petit frein dessus. Je suis pas sûr que la formation tout gratuit soit réellement une solution. C'est plutôt notre offre de formation qui doit être adaptée à des personnes plutôt qu'une formation toute gratuite. On a essayé de faire des formations tout gratuites. Vous êtes passé sur la tournée des plages, en contrepartie vous avez une petite carte. Vous allez vous initier, vous allez vous former gratuitement sur une association la plus proche de chez vous. On peut pas dire que le taux de transformation a été de 100%. Donc je suis pas sûr que le tout gratuit soit vraiment une solution. Il faut vraiment que la personne ait cette motivation et ait envie d'aller faire cette formation, et plutôt à nous trouver une façon de communiquer un tout petit peu différente et que de la formation tout gratuit. Ce serait peut-être je suis pas sûr qu'elle soit la solution miracle du tout gratuit dessus. Oui, je compléterai en disant que d'abord les associations qui mettent en place ces formations, ça a un coût. À un moment donné, on n'est pas mécène et même si on a des partenaires c'est sur une action précise, sur un temps limité, en tout cas sur les opérations d'été ou d'hiver qu'on fait Caravane, Capitale, on est financé, donc on va auprès de la population. Mais effectivement, on a une population qui vient se former parce que c'est l'intérêt et du moment, on est sur place, on est plus près, c'est pendant les vacances. Et puis il y a un certain nombre qui s'informent. C'est la situation qui favorise. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils passent et que là, tiens, il y a quelque chose, même si on a communiqué. Et du coup, ça a un coût aussi, parce que si on veut avancer dans les technologies, dans les jets, etc., il faut qu'on évolue. Autrement, si on n'évolue pas, on stagne et on finit. Voilà, donc il y a une situation difficile. Donc après, c'est toute une dimension. Il y a ce coût à prendre en compte, la formation du formateur, le matériel, les nouvelles technologies, les diplômes, les bouquins, enfin toutes ces choses-là, c'est pas gratuit. Et les partenaires participent, je suis d'accord. Et à un moment donné, il y a aussi un engagement des gens sur le fait que c'est payant. Ça donne une dimension un peu sérieuse. Nous sommes latins, donc on a aussi cette appréciation des choses. Donc on peut diminuer les coûts, évidemment, c'est aussi important, mais il ne faut pas oublier ce coût pour les associations est partagé. Et puis, contrairement, en tout cas pour le PSC1 et sur les grandes villes, nous, on est plutôt à la réponse à l'offre de formation, parce que les gens qui veulent se former, on en a. L'augmentation, elle est récurrente et linéaire tous les ans.
On est en février 2016 à 40% d'inscriptions supplémentaires suite aux attentats. 40% de gens qui s'inscrivent, qui sont inscrits, pour venir se former, quel que soit le prix, à un moment donné. Donc le prix n'avait pas d'importance. Il fallait que je me forme parce que la situation du 13 novembre, c'était comment j'aurais pu faire si ça m'arrivait. Donc on est vraiment dans une activité de sensibilisation. Donc c'était des intentions. Évidemment, sur le constat, quand on fait sur l'année et 2 années, il y a 15% d'augmentation sur les 40%. Donc et cette augmentation, elle est permanente. C'est l'offre de formation qu'il faut effectivement diversifier, offrir, aller au plus près. On a encore tendance à ouvrir nos locaux en disant venez chez nous. Et à un moment donné, on se pose la question, en tout cas, allons chez eux. On est sur un projet européen, parce que j'appartiens à la Commission européenne de la Fédération internationale, où on est en train de développer des produits pour aller au plus près du public, dans les clubs santé, dans les clubs 3e âge, dans les clubs sportifs, pourquoi pas chez les gens, sur la prévention des risques et des catastrophes, mais aussi des gestes de premier secours. Donc on est en train d'inverser, plutôt que de venir, on va chez eux. Et on a fait des démarches, des expérimentations depuis 1 an sur l'Île-de-France et les grandes villes comme Bordeaux et Lyon. On a une réponse plutôt positive, quel que soit le prix. D'accord, donc effectivement, oui, s'adapter, et on le voit bien, finalement, il y a un essor pour les initiations et les formations. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait des questions dans la salle suite à ce débat? Non? Eh bien, écoutez, on va conclure. Je vous remercie tous pour votre participation à cette conférence. Et puis donc, je vous donne rendez-vous à 14h pour la prochaine conférence. Ça sera un grand témoin qui sera consacré au crash du Concorde. Merci à vous.